mesure de ce qu'était le psychotraumatisme. Là où je dois vous avouer que psychiatre en CMP en banlieue parisienne, je ne le voyais pas toujours. Alors, parce que rétrospectivement, je me dis, je soignais des dépressions, mais je ne voyais pas le psychotrauma derrière, devant, pardon. Enfin, voilà. Et surtout, ce qui m'est venu comme réflexion, c'est que s'il y a une chose que les militaires m'ont appris, en dehors d'une clinique tellement forte du psychotrauma qu'après, elle vous saute à la figure, c'est quand même que eux, ils prennent ça très très au sérieux. C'est-à-dire que la psychiatrie, c'est une des spécialités prioritaires, au même titre que la chirurgie et la réanimation chez les militaires. Et je me faisais le parallèle avec nos migrants, nos jeunes migrants, qui sont partis tout vaillants et en bonne santé de leur pays. J'ai travaillé quelques mois à Médecins du Monde de la consultation mineurs isolés. Et effectivement, sur leur parcours migratoire, ils peuvent y perdre la santé psychique, et ça va rendre leur parcours d'insertion vraiment très compliqué. Donc pour illustrer ça, je vais vous parler, c'est un topo que je fais aux médecins généralistes pour présenter ce que c'est que le psychotrauma. Et on voit, donc je vais vous le présenter en population française, les données épidémiologiques que je vais vous présenter, les répercussions, les effets secondaires, la comorbidité, c'est pour une population française insérée. À chaque fois, il faut penser, effectivement, ça c'est chez quelqu'un qui était militaire, qui travaillait bien, qui fonctionnait, qui était marié, qui a des enfants, qui a un travail. Qu'est-ce que ça donne, ces mêmes troubles, chez quelqu'un qui a tout à construire et qui est complètement déraciné? Et les répercussions, à mon sens, elles sont absolument majeures sur les capacités d'insertion pour ceux qui obtiennent le statut de réfugié. Et donc, il y a beaucoup à faire pour les soigner correctement, pour les aider à pouvoir faire ce parcours d'insertion, parce que vous allez voir que c'est très handicapant sur le plan cognitif et même psychiatrique. Donc la prévalence, bon, pour une population à l'abri, comme nous, hein, c'est pas une population, on ne prend pas des pays en guerre où là la prévalence serait bien plus élevée. Elle est quand même, on va dire, on dit 2-4%. Voilà, 0,7 c'est bien en dessous, je pense, de la réalité. Alors les études épidémiologiques, elles sont très, très variables, donc il n'y a pas un consensus. Hein. Mais en revanche, les populations victimes d'événements traumatiques ont été bien étudiées. Je vais vous parler de l'étude d'impact post-attentat. Et là, la prévalence, elle augmente et elle atteint celle qu'on décrit, que notamment une oratrice précédemment décrivait, c'est 1 sur 4. Voilà, 1 sur 4, confronté à un événement traumatique, développe un véritable trouble de stress post-traumatique. Donc l'étude d'impact, vous le voyez, à 6 mois, après les attentats de janvier 2015, à 6 mois, 40% présentaient un trouble psychiatrique. Donc ça se répartissait en stress post-traumatique complet, dépression et troubles anxieux. Alors c'est un problème de santé publique qui n'est pas bien mesuré, il y a très peu d'études, mais c'est une évidence clinique. Quelqu'un qui a un psychotraumatisme, il ne travaille plus. Il est où voilà, ça dépend dans quel contexte il a. Évidemment, quand il est militaire, là, il ne travaille plus. Mais il y a une longueur d'arrêt maladie importante. Je pense que ça, vous la connaissez dans vos cabinets. Il y a évidemment la comorbidité, c'est les troubles addictaux, puisque c'est en fait c'est de l'automédication. On y reviendra. Donc les premières substances, c'est l'alcool et le cannabis, hein, qui sont le plus fréquemment utilisés. Et puis, alors là aussi, il y a des études à faire, c'est sur la comorbidité somatique avec toutes les pathologies du stress. Et là aussi, il y a un champ qui s'ouvre devant nous pour étudier ça. Parce que, par exemple, sur la population du Bataclan, j'entendais quelques collègues me dire que c'était pourtant des sujets jeunes, en bonne santé, CSP+, tout ce que vous voulez, et ils commencent à développer des troubles, diabète, des pathologies liées au stress. Donc l'étude d'impact vous montre
10%, plus de 10% d'arrêt maladie 6 mois après les événements. Donc voilà, ça c'est population française, bien intégrée, etc. Vous imaginez, déracinée, plus ses parents, ou plus sa famille, seule, une langue à apprendre, la difficulté et le handicap avec lequel ils partent dès le départ. Si là je parle de vrai stress post-traumatique, donc on va en revenir, mais c'est la même clinique. Alors, autre chose aussi, ce que je veux vous dire, c'est que la clinique, donc j'ai été à l'armée, maintenant je suis de nouveau psychiatre public, je travaille en CMP. En CMP, banlieue sud de Paris, on a des foyers de migrants, on reçoit des migrants. Alors j'ai échangé avec tous mes collègues qui sont sensibilisés. La clinique du psychotrauma, elle est transculturelle. C'est exactement la même, c'est les mêmes symptômes, que ce soit des militaires de 40 ans qui sont adjudants-chefs ou un jeune migrant, il va me décrire exactement les mêmes symptômes et la même clinique du trouble. Donc je parle vraiment du stress post-traumatique, je ne parle pas du choc psychologique, je vais vous parler d'une vraie clinique qui est bien spécifique. La voilà. Donc la clinique, elle est classique, vous la connaissez, c'est le syndrome de répétition. Le syndrome de répétition, c'est quoi? C'est quasi hallucinatoire. C'est la journée, ce qu'on appelle les flashbacks, c'est pas j'y pense, c'est je suis en train de faire quelque chose, ou alors pire, et souvent ça survient quand je ne fais plus rien, donc je m'hyper-occupe pour plus penser, pour ne pas que surviennent les flashbacks. Et les flashbacks, c'est docteur, je vois la scène, mais c'est comme un film, sauf que je suis dedans, et il y a le son, l'odeur, la couleur, le toucher, tout ce que vous voulez. Et je ne peux pas ne pas y aller, je suis obligée d'y aller. Et en plus, ça déclenche toute l'angoisse et tous les sentiments horribles que j'ai éprouvés au moment où j'ai vécu cette scène. Donc c'est un vrai c'est un syndrome d'intrusion, les flashbacks la journée, et la nuit, c'est les cauchemars. Les cauchemars, alors, ils sont plus ou moins... Certains savent qu'ils sont très agités, ils se réveillent en tachycarde, avec des sueurs. Leur femme ou leur conjoint leur dit « tu cries ». Donc, ils s'en souviennent plus ou moins. Et la plupart s'en souviennent. Et c'est la scène à l'identique, c'est-à-dire c'est vraiment un disque rayé de la scène qui se repasse. Le film se repasse aussi la nuit. Alors, c'est plus ou moins le jour, plus ou moins la nuit, ça, on ne sait pas trop pourquoi. Mais par contre... Le problème, c'est que ça déclenche tout le temps la même chose, c'est-à-dire quelque chose de très négatif, de très désagréable, et donc il va s'en suivre, parce qu'on n'est pas maso, et on n'aime pas souffrir, on va tout faire, et ça c'est le syndrome d'évitement qui s'installe secondairement, finalement, c'est très insidieux, parfois les patients n'en ont même pas la conscience, il faut vraiment aller chercher, et ils vont éviter un certain nombre de choses. Donc notre cerveau, il fonctionne avec des indices, des associations, d'accord. Donc il repère, même des fois inconsciemment, ce qui déclenche les flashbacks. Ça peut être une odeur, ça peut être une heure du soir, ça peut être une musique, ça peut être évidemment la vue d'uniforme, ça peut être tout ce qui est lié et que... tout ce qui a été lié à l'événement, cette simple confrontation à ce signe, ce qui fait signe, déclenche le flashback, donc ils vont éviter. Donc ils modifient leur vie. Alors je vous parle de la clinique pour un Français bien inséré, ça va être, il ne sort plus, de toute façon, une fois que la nuit tombe, il faut absolument qu'il soit rentré chez lui parce qu'il s'est fait agresser quand c'était la nuit tombée, donc il est en alerte à partir du moment où le crépuscule arrive. Ça peut être... un militaire qui va plus pouvoir faire un barbecue de sa vie parce que ça lui rappelle l'odeur de ses camarades qui cramaient dans le véhicule. Ça peut être, chacun a son propre spectre de sensoriel qui allume et qui redéclenche l'événement, qui redéclenche les flashbacks. Et donc on voit bien que ça crée un évitement de tout ça, donc et finalement un isolement. Si on laisse évoluer le trouble sans soin, les gens ne sortent plus, n'ont plus le goût, ne veulent plus, sont trop stressés et ne veulent plus se confronter à un stimuli qui viendrait déclencher ça. Donc ils évitent. Voilà. Là, j'ai une jeune collègue
étudiante en médecine alors ça c'est des violences sexuelles, qui s'est fait abuser dans l'enfance et qui me dit mais j'essaie de sortir, mais à chaque fois, surtout en ce moment, des groupes d'amis me parlent et à chaque fois, pour elle, ça redéclenche, donc c'est très compliqué pour elle de supporter les conversations anodines autour de MeToo et du harcèlement et qu'est-ce qui est pire, les conversations anodines qu'on peut avoir. Bon, voilà. Donc ce syndrome d'évitement, c'est la vie qui se rétrécit et qui se rabougrit, et l'isolement social. L'isolement social qui pose même problème dans les couples, dans la famille, puisque au bout d'un moment, les conjoints, il y a beaucoup de séparations, conjugales liées au psychotrauma. Et tout ça, c'est le dernier trépied, c'est le syndrome d'hyperactivité neurovégétative, c'est-à-dire c'est un seuil d'alerte qui est extrêmement abaissé. Donc le moindre bruit, le moindre hop, ils sont au plafond, ils ont le cœur qui bat, ils mettent 5 minutes à se calmer. Donc les migrants, ils arrivent en consultation, ils vous disent j'ai beaucoup de pensées. Ok, alors les pensées, beaucoup de thoughts en anglais. Donc voilà, bad dreams, voilà, ils vous disent des choses comme ça. Et puis si on creuse, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les gens détestent parler des événements. Et donc c'est l'impasse partielle des psychothérapies de la parole, c'est-à-dire que chaque fois qu'on va en reparler, on redéclenche un malaise, et puis bien souvent ça n'éteint pas les choses, donc ils n'aiment pas. Oh non, mais j'en ai marre d'aller voir le psychologue, il faut que j'en parle, et puis à chaque fois, donc c'est très compliqué, puisque parler de l'agression, parler du trauma, c'est déclencher et ce malaise. Et puis, quand ils sortent de votre cabinet, eux, ils en ont juste pour une demi-heure, trois quarts d'heure pour se calmer. Donc, on le voit, par exemple, en situation d'expertise, ils détestent être expertisés. Donc, l'OFI, c'est le passage, le témoignage, c'est très traumatique aussi, parce que en plus, ils vont avoir une tendance spontanée à éviter d'en parler. Là où il y a je pense qu'il y a une dimension culturelle pour tout ce qui est violence sexuelle qui est très compliquée aussi à étaler par pudeur. Donc voilà, tout ça fait que il faut aller le chercher, c'est compliqué. Moi, en consultation, maintenant, je leur demande pas la première fois de me décrire ce qu'ils ont vécu. Je les amadoue comme ça. Je leur demande juste, je dis ok, je veux juste savoir si vous avez des mauvaises images, si vous revoyez, si vous n'arrivez pas à dormir. Donc, parce que, évidemment, ce que j'ai pas dit, mais dans la clinique, c'est l'insomnie. Syndrome d'hyperactivité neurovégétative et le syndrome de répétition, ça fait que les gens ne vont pas se coucher. Puisque c'est au moment où on se couche, où on relâche un peu la vigilance, que plouf, tout arrive. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde la télé jusqu'à 4h du matin, on picole, on fume du cannabis, tout ce qu'on peut pour ne pas faire venir ces images-là. Donc, les gens arrivent, dorment plus. Vous prenez n'importe qui, vous le privez de sommeil, je vous rappelle, c'est la meilleure torture, hein, priver quelqu'un de sommeil, vous le rendez dingue. Donc là, ils sont déprimés. Donc au bout de quelques mois de ce régime-là, la dépression, elle est toujours là. Donc ça se renforce finalement. Ça crée encore un peu plus d'isolement, moins d'envie, plus de plaisir à faire les choses. Donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à évaluer parce qu'ils en parlent beaucoup plus facilement. Bah oui, avant je jouais au foot, donc les migrants c'est ça, mais non, j'ai plus de plaisir à jouer au foot, j'ai plus de plaisir à sortir, non, je reste tout seul dans ma chambre de foyer, je bouge pas de mon lit, etc. C'est la dépression. Et puis l'abus de substance. Donc pour vous expliquer un petit peu ce qu'on sait sur la physiologie et pour comprendre, en fait, vous avez en rouge là, le lobe frontal qui est le traitement de l'information, si on parle un peu sciences cognitives, le traitement de l'information, toutes nos perceptions, elles arrivent, elles sont un peu métabolisées, digérées et classées dans les dossiers, et notamment le grand dossier mémoire et oubli, puisque finalement on passe notre temps à tout oublier. Hein. Si je vous demande ce que vous avez mangé il y a 4 jours, vous en souviendrez pas. Le psychotrauma, c'est une pathologie de l'hypermémoire. On n'arrive pas à oublier ça. Et donc, en fait, ce lobe frontal qui fonctionne normalement et qui trie tout ce qui est afférent comme information,
en fait, est inhibé dans son fonctionnement. Ça, l'imagerie nous le montre, les IRM fonctionnels nous le montrent, est inhibé par une hyperactivité du système limbique. Le système limbique, là, le diapo anglais dit que c'est le souterrain du cerveau. Le système anglais, le système limbique, les médecins de la salle savent ce que c'est. C'est la zone plus basale, plus primaire de notre cerveau qui correspond à l'automatisme de nos réactions en cas de menace vitale, en cas de menace. Donc, ce qu'il faut savoir, donc voilà, ça je vous parle, vous l'avez tous vécu. Pendant le trauma, quand on est menacé, quand notre système d'alerte se met en place, on le sait. Par exemple, on peut tous en avoir une petite idée. On est en train de conduire, et puis il y a un enfant qui arrive. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Si vous vous souvenez un peu de la séquence, si on décortique, je pense qu'on a un accès tachycarde, on a un coup au cœur. D'accord, c'est vraiment dans la seconde, quoi. Hein. Enfin, c'est moins d'une seconde. On a d'abord une réaction physiologique. On va éviter l'obstacle. Et puis, dans un deuxième temps, on va analyser « Oh, l'idiot, j'ai failli le renverser, etc. » Donc ça veut dire que votre système limbique a pris le contrôle de votre comportement. C'est quelque chose qui est très bien décrit, que les militaires connaissent très bien. Ils essayent d'aguerrir les soldats, mais c'est très difficile d'aguerrir à ça. Quand on a une menace vitale, c'est ce système limbique qui se met en place et qui génère des comportements. Alors les Anglais, c'est les 3 comportements stéréotypés qui sont la fuite, le combat ou le freezing, le faire le mort. On voit la même chose chez tous les mammifères. Les gens vous diront, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, d'accord, deux présents au Bataclan en même temps qui étaient à côté, un couple, il y en a un qui a fui, l'autre qui a dit, je fais la morte. C'est infracortical, c'est vraiment réflexe, c'est un comportement purement réflexe. Les gens peuvent s'en vouloir, ça génère beaucoup de culpabilité, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça. Donc dans la littérature, c'est plein, on ne sait pas, et donc voilà, beaucoup de militaires peuvent aussi s'engager avec l'idée de qu'est-ce que je vais faire sous le feu, qu'est-ce que je vais donner. Ce comportement-là, on peut pas le savoir avant. Donc si on a ce comportement-là, ça veut dire que notre système limbique s'est mis en alerte et a pris le dessus et a inhibé, c'est normal, le traitement classique d'information. Cependant qu'on est agressé et qu'on vit les choses. Et notre cerveau, il fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire il capte tout, il enregistre tout, et cette fois-ci, il ne le traite pas. En fait, tout se passe comme si, pendant le trauma, le traitement, il est mis de côté, puisque toute l'énergie, elle est à se mobiliser pour survivre. Et une fois que le trauma est passé, enfin une fois que le danger est passé, pardon, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a normalement un système d'extinction qui se met en route. C'est-à-dire que c'est plutôt normal d'avoir des flashbacks après un traumatisme. Ce qu'il y a, c'est que ça s'éteint. On revoit la scène, on a besoin d'en parler, on a besoin de se refaire le film à plusieurs si on a eu chaud ensemble, etc. Mais ce qui se passe, c'est que normalement, ça s'éteint. Dans le stress post-traumatique, on ne sait pas pourquoi ça ne s'éteint pas. Voilà, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas compris, on n'a pas trouvé tant de facteurs prédisposants que ça. Toutes les études, on ne sait toujours pas pourquoi. C'est vraisemblablement quand même lié à l'intensité, je pense, de la peur éprouvée, de l'émotion. Alors il y a en plus la dissociation qui peut se faire. Alors la dissociation qui est dans la clinique du trauma, qui est décrite, elle va de pair quand les gens ne peuvent pas faire autre chose que faire le mort. Si on est coincé, des tortures, etc., de toute façon, il n'y a qu'une seule manière, on ne peut pas s'échapper physiquement, on ne peut pas combattre physiquement, donc effectivement, c'est comme un fusible qui saute, et on s'abstrait, et c'est pareil pour les violences sexuelles des enfants, ils s'évadent, et notre cerveau met en place une dissociation pour se protéger, probablement d'une trop grande intensité émotionnelle. Voilà. Donc il y a toute une cascade de sécrétions, d'hormones de stress, et normalement tout ça doit s'éteindre. Effectivement, c'est ce que je vous dis, la réaction habituelle, ça se déconditionne, le souvenir s'étiole, perd de sa coloration sensorielle. Là,
où quand un stress post-traumatique s'installe, il y a une sorte de reconditionnement incessant. Les patients vous disent « Ah mais de toute façon, ça, docteur, c'était il y a 5 ans, mais je me souviens de tout, c'est comme si ça s'était passé hier. J'ai rien oublié. » C'est une hypermnésie de tout, et y compris du moindre détail. Et voilà. Donc, pour résumer, hein, on est d'accord, c'est un trouble. Alors oui, parce qu'il y a des histoires de consolidation, reconsolidation. On sait que maintenant, la mémoire à long terme, moi j'avais appris que c'était gravé dans le marbre, la mémoire à long terme. On sait qu'en fait, on peut faire on peut reconditionner le souvenir. C'est des études dont vous avez peut-être entendu parler avec la boucardine, etc., pour essayer de réactiver le souvenir sous bêta-bloquant, pour amoindrir la charge émotionnelle liée au souvenir et éteindre les choses. C'est en cours d'évaluation, ce traitement. Mais il y a des pistes de traitement sur cette histoire de consolidation amnésique. Et moi, j'aime bien donner cette explication. Alors, il y a une chose que les patients qui souffrent de psychotrauma, je pense, une des premières choses, le premier soin, c'est de leur expliquer ce qu'ils ont. C'est-à-dire, les gens, ils vous disent, ils sont extrêmement coupables et ils se pensent fous. Certains ont des hallucinations. Enfin, pour eux, c'est des hallucinations. Je suis sur la nationale, d'un seul coup, je conduis, je suis avec ma copine, je suis rentrée d'Afghanistan depuis 3 mois, et d'un seul coup, je vois le visage du taliban que j'ai dans mon viseur. Je me dis, je suis dingue, quoi. Ou je suis à Vigipérat dans la gare du Nord, je vais pisser, je me retourne, donc je suis fou, donc j'en parle pas, donc j'ai très honte, et puis c'est un signe de faiblesse, et puis donc voilà. Donc leur dire voilà ce dont vous souffrez, leur faire un peu de physiologie, leur dire que finalement ils sont humains, que ce qu'ils ont, ça fait partie de ce qu'on a tous et ils n'ont pas pu faire autrement, qu'ils n'ont pas à s'en vouloir d'eux, et que le fait qu'ils dorment plus, qu'ils contrôlent pas leurs pensées, c'est pas de leur faute et c'est pas sous le contrôle de leur volonté, donc de leur force mentale et donc de leur virilité et donc de tout ce que vous voulez. Ça apaise beaucoup, et leur faire passer une petite échelle d'auto-évaluation, ça aussi, ça dédramatise, parce qu'ils disent « Ah, mais je suis pas le seul, c'est exactement tout ce que j'ai. » Ah ben, c'est exactement tout ce que j'ai. Ah ben oui, je suis donc pas le seul. Bon, voilà, c'est très apaisant. Et moi, j'aime bien leur dire, finalement, les cauchemars et les flashbacks, c'est comme si votre cerveau se repasse le film en permanence dans une tentative désespérée d'enfin digérer les choses. Voilà. Alors, le traitement, comment ça se prend en charge? En aigu, rassurer, informer, ça, vous connaissez les CUMP, c'est le boulot des CUMP. Prescription, première prescription, généraliste. Donc, c'est éviter les benzos. Voilà, évitez les benzos si vous avez pour les médecins qui prescrivent ici. Pourquoi? Parce qu'on a montré que les benzos n'avaient pas beaucoup d'efficacité, voire pas du tout d'efficacité, voire un effet paradoxal sur ce type de souvenirs traumatiques. Les hypnotiques aussi. Moi, je reste avec 2-3 militaires qui m'ont dit « Ah non, vous ne me donnez plus de Sinox, ce truc-là, non seulement je cauchemarde, mais je ne peux pas me réveiller. Je reste enfermée dans mon cauchemar. Donc j'en veux plus de votre truc parce que, bon, au moins quand on cauchemarde, normalement on se réveille, là, bon. Donc, effectivement, la Tarax, ça marche bien. Et, bon, il y a d'autres petits produits qui n'ont pas la MM, alors je dis rien ici. Et puis, j'ai mis en premier le sommeil, puisque ça ne sert à rien de ne pas dormir, et qu'il faut tout de suite proposer le sommeil. Alors, les jeunes migrants, c'est le problème, on ne va pas les aider, ils ne dorment pas. En même temps, ils ne dorment pas s'ils sont à la rue, ils font bien de ne pas dormir, c'est compliqué, on ne va pas leur prescrire des produits qui les mettraient encore plus en vulnérabilité de se faire agresser, de perdre le peu qu'ils ont, etc. Donc évidemment, tout ça, c'est... Voilà, traiter un psychotrauma quand il est toujours exposé à la menace, c'est peine perdue. Là, voilà. J'ai en mémoire un jeune Afghan qui est sous le coup d'une reconduction, il sait que si on le met dans un avion à Kaboul, il se fait assassiner. Je peux y aller, je peux faire ce que je veux. Je rame, je rame parce que tant qu'il n'est pas en paix, c'est compliqué. C'est vraiment très très compliqué. Alors la dépression, ce que je ne vous ai pas dit, les dépressions, il y a une grande irritabilité.
C'est un des traits qu'on retrouve tout le temps. Ah oui, je suis toujours en colère, je m'énerve, je supporte plus rien. C'est pas une dépression au sens psychiatrique classique du terme, où j'ai plus de goût à rien, je suis triste. C'est juste une énorme irritabilité qui pose d'ailleurs beaucoup de problèmes professionnels. Les gens supportent plus rien, notamment plus leur chef, sont plus prêts à se faire avec tous ces voilà. Donc, alors cette forme-là, cette dépression, ça répond extrêmement bien aux inhibiteurs recapture de la sérotonine. Les deux qui ont un LAMM, c'est le Zoloft et je ne sais plus lequel, Deroxate, je pense, les deux. Mais bon, on peut mettre tout. N'importe lequel marche très bien et donne des résultats épatants sur... ça les apaise, ils peuvent enfin se poser. Ça met un peu au repos cette hyper excitation neurovégétative. Sur les cauchemars, celui qui a l'AMM, enfin, qui a l'AMM, non, il ne doit pas avoir l'AMM, enfin, qu'on retrouve dans les papiers internationaux qui marche bien, c'est le mini-press. Voilà. Bon, il y a aussi hors AMM, moi je donne beaucoup de Loxapac à toute petite dose, ça marche très très bien, mais bon, ça c'est en off. Mais ça marche très très bien, à 10 gouttes de Loxapac, poum, plus de cauchemar, enfin je dors, c'est formidable, parce que déjà vous restaurez le sommeil, déjà vous avez fait 50% du boulot, hein, parce que les gens ne dorment plus. Donc l'urgence elle est de traiter, alors c'est là où je prône pour une prise en charge médicale du psychotrauma, parce que vous pouvez faire toutes les psychothérapies de la Terre, si les gens ne dorment plus, ils arrivent mais dans un état de nerfs, ils sont en larmes dès qu'ils ouvrent la bouche. C'est une psychothérapie dans ces conditions, il faut mieux les apaiser, les stabiliser un petit peu avant de pouvoir œuvrer sur le plan psychothérapique. En tout cas, c'est comme ça que je pratique et que j'ai vu pratiquer. Et donc, le premier temps, il est prescriptif, donc, et de psychotropes, hein, pour restaurer le sommeil et traiter la dépression. Ça permettra de prévenir les troubles addictifs s'ils ne sont pas déjà là. Et tout ce qui est médico-légal, tout ce qui est certificat, tout ce qui est arrêt de travail, tout ce qui est orientation dans effectivement... incapacité, ITT, etc. Faut pas hésiter faut pas oublier quand on est médecin ça je parle pour des Français, pour vos patients en cabinet, de penser à ce temps-là de certificat, de surtout bien noter et même faire un examen clinique, un certificat médical initial pour noter les symptômes. C'est très utile après pour tout ce qui est assurantiel, pour obtenir réparation. S'il y a un premier certificat médical initial, il y a des modèles sur les sites partout. Ok, j'avance. Et voilà, c'est tout. Ah non, je n'ai pas parlé de la psychothérapie, pardon, parce que quand même la psychothérapie, c'est le plus important. Donc toutes, elles visent finalement toutes à faire cette digestion, de se souvenir, que le cerveau puisse enfin intégrer, dissocier l'émotion. Et donc les deux qui sont recommandés par l'HAS, mais aussi par toutes les recommandations internationales et qui ont prouvé leur efficacité, c'est les TCC et le MDR qui fonctionnent de manière tout à fait intéressante en ce qui concerne le MDR sur le syndrome de répétition. Le MDR est très, très intéressant puisque ça diminue nettement les intrusions. Voilà, et puis les associations de patients, pas laisser seuls les gens, et c'est tout, j'arrête. Merci Claire pour ce vraiment grand cours de sémiologie. J'ai vu qu'on était tous à prendre des notes. Hein. Merci.